Au printemps 1867, Jean-Baptiste Ouellette a quitté Rivière-Ouelle pour une expédition de pêche dans la région de Gaspésie. Évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas autant de personnes qui habitaient le secteur. Puis en septembre, il était de retour à l'Anse-à-Jean, qui aujourd'hui s'appelle Sainte-Anne-des-Monts, pour retrouver l'hospitalité d'un homme qui s'appelait Eugène Poitras. On ne connaît pas leur lien ensemble, mais on imagine qu'ils pouvaient au moins avoir une certaine relation d'amitié. Peu après son arrivée chez Poitras, Ouellette s'est blessé à une main en manipulant un couteau pendant qu'il travaillait à quelque chose. Et puis c'est Léocadie Poitras, qui était âgée de 12 ans, donc la fille de Eugène Poitras, qui lui a apporté un secours. Donc elle lui a fait un bandage qu'elle décrira plus tard blanc cousu de fil noir. C'est un détail, ça peut paraître un détail, mais ça va être important plus tard. Peu de temps après, Ouellette et Poitras ont décidé de partir en expédition ensemble dans la région de Sept-Îles. Donc, ils partaient le 26 septembre. Euh, Poitras a fait miroiter à Ouellette, entre autres, la présence d'une mine d'or à quelque part. Donc, le 26 septembre, ils partent et le soir même, dans la brume, des témoins ont entendu un cri épouvantable, mais sans pouvoir investiguer davantage. Donc, le temps passe. En octobre, Eugène Poitras revient à la civilisation, mais tout seul, un petit peu plus haut que cette île. Il dira que Ouellette était débarqué plus loin, qu'il était parti à une autre expédition, mais il changeait sa version. Il a changé sa version quelques fois, dont une fois il disait qu'il l'avait laissé à l'île de Mai et une autre fois à Saguenay, bon, tout ça. Donc, et en même temps, ses amis, parce que Poitras était considéré, avait la réputation d'être sans le sou, et puis là, soudainement, il était plein d'argent et il ne s'en cachait pas non plus. Par contre, Ouellette, pendant ce temps-là, demeurait introuvable. Il s'est passé même un an. Au printemps suivant, donc en 1868, c'est le père de Ouellette qui a commencé à s'inquiéter, mais il a commencé des recherches qui n'ont rien donné. Par contre, deux aventuriers, un dénommé Gagnon, c'est-à-dire deux dénommés Gagnon, euh, sont arrêtés à l'île de Mai. Et par pur hasard, ils ramassaient du bois pour faire un feu le soir. Et ils ont découvert que la terre à un endroit particulier était fraîchement retournée. Et en investiguant un petit peu plus, ils ont découvert un corps. Mais ce corps-là ne pouvait pas être transporté tout de suite. Donc, il s'est écoulé plusieurs jours, une vingtaine de jours, avant qu'on puisse le récupérer. Rapidement, on a soupçonné que ce corps-là était celui de Ouellette. Donc, Eugène Poitras a été rapidement arrêté. Donc, le 27 juillet 1868, le gouvernement du Québec a exigé la réouverture de l'enquête. C'est le docteur Boudreau qui a dirigé l'enquête de coroner et il en est venu à la conclusion que c'était un meurtre. Donc, c'est en juin 1869, encore une autre année plus tard, à la Malbaie, que le procès de Poitras s'est ouvert devant le juge David Roy. Du côté de la défense, Maître Frenette a prétendu évidemment que Ouellette était toujours vivant, donc que le corps qu'on avait retrouvé n'était pas le sien, c'était sa défense. Mais son client, il n'avait pas les moyens de défrayer les coûts rattachés au déplacement de 4 témoins qui étaient prêts à jurer apparemment que Ouellette était toujours en vie. Mais souvent, avec l'expérience, on voit que c'est le genre de stratégie que la défense aime bien à cette époque-là. En tout cas, aujourd'hui, ça ne se voit plus. J'oserais pas trop m'avancer. Mais on part des rumeurs parce qu'il faut semer le doute raisonnable. Donc, la fille de Poitras, à son procès, témoigne contre son père et elle reconnaît le pansement. D'ailleurs, c'est ce qui aide à identifier la victime ainsi que les vêtements qui ont été retrouvés sur place. Tout cela va nous conduire à un verdict qui est prononcé le 25 juin 1869 et Poitras est déclaré coupable. Aujourd'hui, avec le recul dont on possède, on peut déterminer que Poitras demeure le seul criminel à avoir été pendu à la Malbaie. Il y en a eu un peu partout au Québec là, depuis la Confédération de 1867, mais c'est le seul qui a été pendu réellement à la Malbaie. Selon l'auteur Marcel Saint-Mars, il y a eu une pétition
qui a été signé par plusieurs habitants de la Malbaie afin de reporter l'exécution d'un mois. Bon, c'est pas d'aujourd'hui que la population est sensibilisée là, à la peine de mort, évidemment. La société a toujours été déchirée sur ce sujet-là, mais il y en a toujours eu qui ont été les défenseurs des droits de l'homme, si on peut dire, même si on appelait ça, bon, on n'appelait pas ça comme ça à cette époque-là. Des curieux, évidemment, le jour de la pendaison, qui s'est passé le 20 août 1869, il y a eu plein de curieux qui sont venus voir. Toujours selon l'auteur Saint-Mars, c'est une fois sur l'échafaud que Poitras a finalement avoué avoir commis le meurtre de Ouellette.